Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour, comme chaque mercredi sur Studio Qualita, on vous donne la parole, l'émission qui vous donne la parole sur Studio Qualita. Vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets de votre choix et nous allons tout de suite, après vous avoir donné bien entendu le numéro de téléphone de la boîte vocale de Studio Qualita pour nous contacter, c'est le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Vous pouvez nous laisser un message avec vos coordonnées et puis aussi vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook ou bien sur notre site studioqualita.com. Et pour commencer ce matin, nous sommes en ligne avec Florence Toiti-Wackstock. J'ai bien dit ? Oui, bonjour Olivier. Bonjour Florence, merci d'être avec nous. Vous habitez dans le nord d'Israël, à Ma'alot. Oui, j'habite à Ma'alot Arshicha depuis 7 ans. J'ai auparavant vécu 1 an à Carmiel, donc depuis 8 ans dans le nord. Ouais, donc vous êtes habitué de cette région du Nord. Alors, ce qu'on appelle la périphérie, parce que c'est vrai que ce sont des petites villes par rapport aux grandes villes. Alors, dans le Nord, c'est bien entendu Haïfa, la grande ville du Nord. Vous faites partie donc de cette périphérie et vous voulez nous parler un peu, vous voulez lancer un peu, on va dire, un coup de gueule par rapport à des choses que vous avez vécues vous-même et que vous vivez souvent, vous les habitants de ces villes de la périphérie par rapport à ceux qui sont dans des grandes villes. Ce sont des problèmes qu'on rencontre, des problèmes pratiquement, on va dire, quotidiens concernant les transports, concernant les services médicaux, concernant tous ces services qui sont très abordables, on va dire, dans les grandes villes et qui le sont un peu moins quand on parle de petites villes et des villes de la périphérie. Alors d'abord, racontez-nous un peu comment ça s'est déclenché, ce coup de gueule. Alors écoutez, en vérité, ce coup de gueule, moi, comme vous dites, je le pousse depuis longtemps, depuis que je comprends la réalité de ce qu'on appelle la périphérie. À vrai dire, en tant que Ola, qui avait vécu essentiellement à Jérusalem, quand on s'est installé dans le Nord, on n'avait pas conscience de ce que ça signifiait, des implications. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on a appris ce qu'était la périphérie. Vous avez employé ce mot et c'est effectivement le mot qu'on emploie en hébreu et que les Israéliens emploient. Mais quand on regarde un peu la réalité géographique de notre pays, parler de périphérie quand on est à 140 km de Tel Aviv et qu'il n'y a pas des grandes montagnes entre nous, c'est quand même, j'ai envie de dire, un peu ridicule. Les distances ici, je crois que si je dis pas trop de bêtises, c'est à peu près, moi je suis à Ma'alot Arshicha, c'est à peu près la même distance qu'Amiens et Paris. Par rapport à Tel Aviv. Donc, et par rapport à Haïfa, c'est encore plus proche. Oui, Haïfa est encore plus proche, évidemment. Haïfa, il y a une 50aine de kilomètres, entre 50 et 60 kilomètres. On va dire, pour ceux qui ont habité à Paris, région parisienne, on va dire que c'est la grande banlieue, en fait. Voilà, ça devrait l'être. Le problème, c'est qu'en Israël, on a un gros retard en termes d'infrastructures. Et qui en fait, donc le résultat, si vous voulez, c'est que le Merkaz, ce qu'on appelle le Merkaz, le centre du pays autour de Tel Aviv, s'est développé de façon accélérée et je dirais extrême par rapport au reste du pays, ce qui cause des tas de problèmes pour le centre, mais évidemment aussi pour ce qu'on appelle donc la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui est un peu éloigné aux extrêmes, on va dire, nord et sud du pays. Alors comment ça se traduit ? Comment se traduit ? Voilà, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors justement, le coup de gueule que j'ai lancé hier sur un post Facebook, c'est un événement tout à fait banal. Je me suis fait mal chez moi, j'étais blessée au pied et il était évident que j'avais besoin de soins. D'abord de savoir ce qui se passe. Et puis, si vous voulez, dans un deuxième temps, de faire une radio et puis qu'on dise comment va mon pied, quoi. Voilà. Quelque chose d'absolument banal, rien de médicalement
pointues, enfin vraiment, voilà, une radio. Des choses qui peuvent arriver tous les jours. Et à tout le monde, tout le temps. Ça vous est d'ailleurs arrivé. Voilà. Et donc, ça m'est arrivé Shabbat. Et déjà, je savais qu'il n'y avait pas de terem. Il n'y a pas de terem chez nous. Il y a un Bikur Rofé, mais Bikur Rofé, ça revient à un vieux médecin qui a absolument aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc, c'était même pas la peine d'y aller. Il y a l'hôpital de Nahariya qui est à une vingtaine de kilomètres, mais les urgences, comme c'est le seul hôpital de la région, les urgences sont surbookées, débordées, etc. Donc, aller à l'hôpital, ça revient à passer sa nuit aux urgences pour quelque chose qui pouvait attendre le lendemain. Donc voilà, déjà, j'ai pas de soins immédiats, je dois attendre le lendemain. Et même le lendemain, dimanche, quand je vais chez le médecin le matin, ma généraliste, elle me dit, on peut faire des radios à Mahalot, il n'y a pas de problème, il y a un endroit pour faire des radios, mais il n'y a personne pour les lire. Ah. Donc ça sert à rien. Bon, alors elle appelle la clinique, ce qu'on appelle la Mirpa Miktsori, c'est-à-dire la clinique de spécialistes de la ville la plus proche qui est Nahariya. Et puis là, ils sont censés avoir des orthopédistes, tout ce qu'il faut pour faire des radios, les lire, faire un plâtre si c'est nécessaire, etc. Et puis, ce jour-là, il n'y en a pas, il n'y a personne. Donc résultat, elle me dit, écoutez, ce qu'il faut maintenant, c'est aller à Zvouloun. Zvouloun, c'est dans les Krayot, près de Haïfa. Ouais. C'est-à-dire à 50 km de chez moi. Et là-bas, il y a aussi une là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, c'est très développé. Ils sont au point. Il y a tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'est d'y arriver. Parce que il est évident que je peux pas conduire. Ouais. Donc, sans compter que mon mari avait dû partir à des rendez-vous. Ça, c'est un autre sujet aussi, des rendez-vous dans le centre en voiture. Enfin, j'étais de toute façon, j'étais pas mobile. Et puis, en transport en commun, c'est excessivement compliqué. Ça prend, 1h30 pour aller d'un chez-route à un bus, à de nouveau un chez-route, etc. Et puis, lorsqu'on a un problème au pied, c'est pas non plus le top. Voilà. Donc, j'ai dû attendre finalement le dimanche après-midi que mon mari revienne pour me conduire. Et là, je me suis dit, bon, moi, c'est pas très grave ce que j'ai. C'est une petite blessure. Mais tout d'un coup, je me suis souvenue de cette femme qui a interpellé notre Premier ministre. C'était la semaine dernière, à Kiryat Shmona, et qui est une femme qui est malade du cancer et qui n'a pas de soins sur place et qui doit aller très loin, je crois même dans le Merkaz pour se faire soigner. Or, il faut bien comprendre que les gens dans la périphérie sont pour la plupart très modestes. Moi, je fais partie des privilégiés. Dans ce sens, tout est relatif. Vous voyez, je suis pas spécialement privilégiée dans l'absolu, mais là où j'habite, je suis considérée comme une privilégiée. Tout simplement parce que j'ai une voiture et que si j'en ai besoin, j'hésite pas 2 fois avant de faire 50 km dans un sens et 50 km dans l'autre sens. Mais la plupart des gens ne sont pas en mesure de faire ça, tout simplement. Et s'ils n'ont personne pour les conduire, ils n'ont pas les moyens de payer un taxi pour aller se faire soigner. Et souvent, il y a des personnes qui ont besoin de soins qui sont même réguliers. C'est-à-dire qu'ils doivent plus régulièrement, souvent, se déplacer pour se faire soigner. Donc, c'est un peu cette constatation qui n'était pas nouvelle pour moi, mais que j'ai faite. Alors, comment vous expliquez cet état des lieux? Est-ce que c'est un désintéressement des pouvoirs publics de tout ce qui concerne les villes de la périphérie, ou c'est des problèmes peut-être aussi de budget, qu'il n'y a pas assez de budget pour développer ce genre d'infrastructure, ou peut-être pas assez de demandes non plus? Comment vous expliquez un peu cet état des lieux? Moi, je crois que c'est essentiellement un désintérêt, c'est-à-dire une décision de ne pas mettre, une décision presque, je dirais, délibérée, de ne pas mettre la périphérie dans les priorités de l'État. Je dis ça parce que, par exemple, si on regarde même des données toutes simples, même sans des données relatives à la population, on va dire. En termes de lits d'hôpitaux, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en termes de lits d'hôpitaux, dans le Nord, on a le moins de lits par habitant. D'accord? Si on regarde par habitant, c'est normal que dans une grande ville, il y ait plus de services que dans une petite ville. Ça, je l'accepte.
Mais si on regarde vraiment par rapport à la population, on est vraiment particulièrement mal desservi, à tout point de vue. Pas seulement de la santé, mais à tout point de vue. Et je pense que c'est pas seulement je veux souligner que c'est pas seulement le gouvernement actuel qui en est responsable, mais c'est une politique qui date depuis des années. Pour moi, la raison, elle est simple. Les hommes politiques, ce qu'ils cherchent, c'est plaire à leurs électeurs et se faire réélire, essentiellement. À partir du moment où il n'y a pas de représentation géographique à la Knesset, territoriale, à la Knesset, comme c'est le cas par exemple en France, où un député est élu dans son département. Il est redevable face aux électeurs de son département. En Israël, le système est complètement différent. Nous n'avons personne à la Knesset qui nous représente. Donc vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de pression. Non, la plupart des députés habitent autour du Merkaz. Je ne sais pas quelle est la ville la plus au nord, mais bon, si c'est Hadera, dans le meilleur des cas. La seule qui se bat un peu pour la périphérie à la Knesset, c'est Orly Lévi Abekassis. Et vraiment, les autres, pour le reste, on n'entend pas parler de la périphérie à la Knesset, quasiment pas. Ça ne les concerne pas parce qu'ils ont raison dans leur calcul électoral. La plupart des électeurs se sont concentrés au centre du pays, entre Jérusalem, Tel Aviv, le Merkaz. Alors, dans quelques semaines, même pas, dans tout juste une semaine, ça va être les élections municipales. Alors, est-ce qu'au niveau municipal, il y a quand même des choses qui sont faites? Est-ce qu'il y a des tentatives, justement, de faire pression sur le gouvernement pour essayer de faire changer les choses? Alors écoutez, ça dépend énormément du leadership des villes du Nord en l'occurrence. Il y a effectivement des maires qui se battent. Il y en a qui se battent beaucoup moins, qui sont mal positionnés pour le faire. Alors pour être il y a des choses qui doivent être faites au niveau municipal, par exemple en l'occurrence des centres comme Terem de médecine d'urgence. C'est des initiatives privées qu'un maire peut encourager. En l'occurrence, moi, je suis engagée dans la campagne électorale dans ma municipalité et le candidat que je soutiens a mis parmi ses priorités d'ouvrir un centre Terem dans notre ville. C'est un candidat qui n'est pas encore maire. Non, on a un maire depuis 42 ans, Shlomo Bourgout. Ah oui, très bien, très connu. Voilà. Et non, il y a plusieurs candidats pour le remplacer. Enfin, lui aussi se présente. Donc, vous vous êtes engagé, vous faites partie de ces francophones. Il y en a beaucoup, encore une fois, on a entendu parler beaucoup de ceux qui sont dans les grandes villes comme Jérusalem, Tel Aviv. Encore une fois, là, on a favorisé peut-être un peu les grandes villes. Mais là, vous êtes, c'est intéressant aussi d'en parler. Vous êtes engagé, puisque vous faites partie de sa liste, la liste, on peut citer le nom du candidat? Oui, alors le candidat s'appelle Yossi Barda et sa liste s'appelle Kherout. Et oui, je suis numéro 6 sur la liste de Kherout. Et vous vous êtes engagé. C'était une question importante pour vous. C'était un engagement important, justement, pour vous, habitante donc de la périphérie, d'essayer de faire changer les choses en vous engageant politiquement sur cette liste électorale? Oui, tout à fait. Pour moi, ça fait partie, si vous voulez, du sionisme qui m'a poussé à faire mon alia, à m'installer en Israël et à construire une vie en Israël. Ce même sionisme m'a poussé à aller vivre en région frontalière, face au Liban, et de développer une région de participer, si vous voulez, au développement d'une région qui en a besoin. Non seulement pour les gens, je disais plutôt que je me sens privilégiée par rapport aux gens qui m'entourent, à mes voisins, et donc je me sens une responsabilité en tant que telle, c'est-à-dire de me battre à la fois pour nous, pour les miens, mais aussi pour les gens autour de moi, pour développer cette région, mais aussi au niveau national, parce que la situation dans laquelle on se trouve est tout à fait intenable. On voit tous les problèmes qu'il y a dans le Merkaz, que ce soit au niveau des prix de l'immobilier qui atteignent des sommets incroyables, qui sont incroyables et qui ne sont pas vivables au niveau économique sur la longue durée.
les encombrements, les embouteillages à n'en plus finir qui vraiment pourrissent la vie des gens, des Israéliens au quotidien. Et il y a une solution toute simple, c'est de développer beaucoup plus les autres régions plus éloignées du centre. Si ces régions étaient plus développées, il y aurait moins de monde dans le centre et tout le monde s'en porterait mieux. Donc pour moi, c'est pas seulement pour ma région, pour ma ville que je m'engage, c'est vraiment pour le pays tout entier. Sans compter qu'il est indispensable que notre région soit jamais dynamique face aux menaces extérieures. Comme je l'ai dit, on est une région frontalière, on est à 7 kilomètres du Liban. Voilà, c'est important que cette région ne soit pas désertée par les habitants, par les plus jeunes, qui ne restent que les faibles. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'habitude aussi de parler beaucoup des villages en Judée-Samarie, de ces villages dans les territoires, ce qu'on appelle les villages dans les territoires, parce que c'est aussi une question politique, une question aussi d'identité de l'État d'Israël. Et on a un peu moins l'habitude de parler de ces villes, qui sont des villes qui ont, je crois, aussi participé plus que beaucoup d'autres au développement de l'État d'Israël, au fait qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est ce qu'il est. Et c'est important aujourd'hui d'avoir évoqué ce sujet. On va vous souhaiter d'abord bonne chance pour les élections dans tout juste une semaine. Et on va vous remercier aussi de nous avoir, on va dire, éveillés, de nous avoir faire prendre conscience de ces problèmes, et on vous invite vraiment à rester en contact avec nous pour nous parler encore une fois des problèmes que rencontrent les habitants de la périphérie. Merci Florence Toiti-Wakshtok. Merci beaucoup Olivier. À bientôt. Bonne journée à vous. Et nous continuons cette émission de On vous donne la parole sur Studio Qualité avec à présent Alain Rosenkiel qui est en ligne avec nous depuis Paris. Alain, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de Shalom Archav. De la paix maintenant. De la paix maintenant, donc en France, à Paris. Et vous voulez parler d'une affaire qui a été largement commentée ici, bien entendu en Israël. Il s'agit de l'affaire Lara Al-Qassem. Vous avez des choses à dire là-dessus, mais d'abord, on va rappeler en quelques lignes, en quelques mots, de quoi il s'agit. Tout à fait. Vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez, je le fais. Allez-y. Écoutez, il s'agit donc d'une affaire liée à cette étudiante palestino-américaine, Lara El-Qassem, qui a obtenu de la part des autorités consulaires israéliennes aux États-Unis un visa pour venir étudier pendant plusieurs mois, presque un an, à l'université hébraïque de Jérusalem, et qui donc, lorsqu'elle s'est présentée à l'aéroport avec ses papiers en règle, a été interdite d'entrer au prétexte qu'elle serait une activiste de BDS, en application de la loi qui a été votée il n'y a pas longtemps, qui permet donc d'interdire l'entrée du pays aux activistes de BDS et non pas aux simples membres. Voilà, alors il faut préciser qu'elle ne nie pas ne pas avoir été activiste du BDS, mais d'un autre côté, elle dit, c'est pour se défendre, qu'elle ne fait plus partie de ce groupe, qu'elle ne fait plus partie des actions de ce groupe. Et donc, Lara a été alors elle n'a pas été arrêtée, elle a été donc retenue à l'aéroport Ben Gurion pendant près de 2 semaines, je crois. Oui. Son cas a été... C'est elle qui a refusé de retourner aux États-Unis. Elle a choisi donc la rétention de façon à pouvoir engager les procédures juridiques qu'Israël met à sa disposition pour contester cette décision. Et donc c'est ce qui a été fait. Et donc c'était tout juste la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier. Tout à fait, le 18 octobre. La Haute Cour de justice a décidé de laisser de donner le droit à Lara Al-Qassem de rentrer en Israël et de pouvoir donc étudier à l'université de Jérusalem. Et donc, je pense qu'elle a dû commencer même ses cours à l'université qui a d'ailleurs félicité Lara Al-Qassem pour avoir obtenu ce droit donc d'entrée. Alors, quelle est votre position ? Tout à fait, l'université qui s'était associée à ce recours d'ailleurs, ce qui est un fait extrêmement rare. Je pense qu'il y a d'abord 2 remarques préliminaires à faire. La première,
pour, comme on disait en mai 68 à Paris, dire d'où on parle. Donc la première remarque, c'est que nous sommes fermement opposés au boycott d'Israël. Nous avons l'occasion à plusieurs reprises de nous être exprimés sur cette question, d'avoir écrit, et nous contestons formellement tout boycott d'Israël qui vise à délégitimer le pays, à nier son droit à l'existence, et qui, par ailleurs, ne se limitant pas simplement au boycott des produits issus des colonies, et qui, en plus de ça, à nos yeux, est contre-productif, ne fait que renforcer, je dirais, le complexe de Matsada et de créer un sentiment d'union nationale autour des positions les plus à droite, avec cette impression que, puisque le monde est contre nous, il n'y a rien à faire et refermons-nous sur nous-mêmes et faisons ce qui nous plaît. Donc ça, c'est la première remarque préalable. La deuxième remarque, c'est que Israël, comme tout État, a le droit de s'opposer à l'entrée sur son territoire. Je dirais même non seulement le droit, mais l'obligation de s'opposer à l'entrée sur son territoire de personnes susceptibles de présenter un danger pour la sécurité du pays, pour la sécurité de ses résidents. Ça fait partie des obligations fondamentales de tout État, d'assurer la protection des résidents, de ses citoyens, et tout ce qui constitue un danger sécuritaire n'a aucune raison de bénéficier du libéralisme des autorités. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où va ce concept de sécurité, quelle signification on lui donne. Est-ce que être opposé à la politique du gouvernement, c'est un danger pour la sécurité d'Israël, et quel impact ça a sur la représentation de la société israélienne au niveau international. Je dois dire que, vu de Paris, cette affaire, bien entendu, a été largement couverte, et elle a donné une image, compte tenu du fait qu'on ne s'attaquait pas là aussi à un cas particulièrement clair, évident, je dirais incontestable, de quelqu'un qui présentait un danger pour la sécurité d'Israël, ou qui même, au titre de la loi telle qu'elle a été votée en Israël, aurait été une activiste militante convaincue qui aurait engagé des actions de boycott. Elle a contribué à donner une image qui était peu favorable d'Israël, alors qu'Israël a un dossier qui peut être défendu, justement, s'agissant de sa démocratie, de son pluralisme, de sa diversité. Et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle l'université hébraïque s'est associée à ce recours, parce que si demain les étudiants israéliens ne peuvent pas aller étudier à l'étranger, si demain on se met à boycotter les échanges scientifiques, les échanges institutionnels, ça va provoquer un renfermement de la société israélienne sur elle-même, de l'université israélienne, et ça serait totalement contre-productif. En fait, ce que vous essayez de nous dire, ou c'est ce que je comprends de vos propos, c'est qu'Israël a commis une erreur en refusant l'entrée de cette étudiante. Israël a commis une erreur parce qu'elle a donné une image d'elle-même qui ne correspond pas à sa société, et de ce point de vue-là, on ne peut que se réjouir que la Cour suprême ait un peu remis les pendules à l'heure et a dit halte au feu, voilà, posons-nous un petit peu, réfléchissons de façon rationnelle, au-delà de toute politique politicienne, au-delà de toute tentative d'instrumentaliser les choses, et donc a permis de rétablir la situation. On aurait pu éviter d'avoir, d'après vous, encore une fois, une mauvaise image d'Israël à cause de cette affaire. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, parce que ça montre bien aussi la volonté de certains ministres. Je suis même pas sûr que tout le gouvernement avait la même position là-dessus. La volonté de certains ministres, pour des raisons intérieures, d'instrumentaliser des situations qui leur permet peut-être de se positionner par rapport aux membres de leur parti, par rapport au mercaz de tel ou tel
organisation politique, mais qui contribue à donner une image absolument déplorable d'Israël à l'étranger, et plus que donner une image, de miner le sentiment d'identification que la jeunesse juive étudiante, qui est une jeunesse comme globalement l'est la jeunesse occidentale, une jeunesse ouverte, tolérante, démocratique, et avoir du mal à s'identifier à ce type de mesures en imaginant ce qui pourrait se produire si demain un étudiant juif qui voudrait aller étudier, je parle de juif et non pas d'israélien, qui voudrait aller étudier à Berkeley, on lui demandait de signer ou de prendre l'engagement de ne pas s'opposer à la politique que mène actuellement Trump, puisque donc toute entrée dans un pays serait déterminée par l'accord à la politique menée par ce pays. C'est une situation totalement absurde et qui ne tient pas la route. Ouais. Très bien. On peut malgré tout se réjouir de d'une part que il existe encore en Israël, et c'est bien la preuve qu'il est nécessaire de défendre la Cour suprême contre ceux qui voudraient restreindre son périmètre d'intervention. Même avec les nouvelles nominations, elle montre qu'elle a encore une fois une capacité d'évaluer les choses à leur juste mesure. Et donc, que la démocratie fonctionne encore et que la lutte pour la défendre et la mobilisation de la société civile et d'un certain nombre de forces politiques est susceptible d'avoir des résultats. Et ça, je dirais, c'est un peu le point de lumière dans cette zone d'ombre qui a généré toute cette affaire. Voilà, en tout cas, tout de même signalons que le ministre de l'Intérieur a déclaré après qu'il s'opposait justement à l'entrée, donc Yaderi qui s'opposait à l'entrée de cette étudiante, a déclaré qu'il allait prendre des mesures pour que ce genre de cas ne se reproduise plus. Donc peut-être éviter, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, peut-être éviter donc de donner peut-être des visas ou des autorisations d'entrée à des étudiants. Enfin voilà. Donc c'est une affaire qui n'est pas encore close à mon avis. C'est une affaire qui n'est pas encore close parce qu'effectivement, je veux dire, on s'est pas éloigné de la zone de tempête. Et des mesures encore plus restrictives et coercitives sont susceptibles d'être prises. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'en tenir à l'argumentation aussi, pas simplement à la décision, mais à l'argumentation de la Cour suprême, et de se rendre compte on ne peut pas considérer que le pays qui est probablement, en tous les cas, sinon le plus puissant du monde, le plus puissant dans la région, ne puisse pas se confronter à quelques activistes et à des étudiants isolés. On n'a qu'à leur interdire d'entrer dans les territoires, si c'est ça qu'on craint, et de les expulser au cas où ils ne respectent pas cette injonction de ne pas pénétrer dans les territoires, mais venir en Israël, connaître la société de l'intérieur, se confronter à sa complexité, à sa diversité, à sa vivacité, rencontrer les gens, rencontrer les jeunes, c'est le plus sûr moyen de lutter contre le boycott et contre toute représentation pernicieuse et fallacieuse d'Israël. Très bien, merci. En tout cas, Alain, à moins que vous aviez quelque chose encore à rajouter, ou on a fait le tour de la question. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Voilà, nous mettons un terme à cette émission. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Je vous rappelle que pour y participer, c'est très simple. Vous aussi, si vous avez des choses à dire sur des sujets d'actualité, des sujets de société, des sujets qui sont liés à la LIA, à la CLITA, à l'intégration, tous les sujets que vous voulez évoquer, un seul numéro, vous nous appelez au 050 430 80 20, notre numéro de boîte vocale pour nous contacter, ou bien vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ou encore notre site internet studioqualita.com. C'était Ariel à la réalisation technique, nous le remercions. Vous souhaitons une très très bonne journée sur Studio Qualita, à l'écoute de nos programmes. À très bientôt, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.